Oui, Angèle, vous pouvez tomber le masque. Venez près de moi, pas trop près, mais près de moi. Alors, j'ai choisi de présenter nos invités avec des chiffres. 3 chiffres. 2 chiffres professionnels et 1 chiffre personnel, histoire d'encore mieux faire connaissance. Angèle Malatre-Lansac, 200 chiffres I Love Institut Montaigne. L'Institut Montaigne aime l'entreprise et les entrepreneurs. Venez, je vais me mettre par ici. Voilà. Le lui rende bien. Près de 200 entreprises sont à vos côtés, vous soutiennent, qu'elles soient PME, ETI ou grands groupes. Et votre leitmotiv, faire bouger les lignes et penser les politiques publiques de demain en réunissant décideurs, chefs d'entreprise, ça nous va bien, experts et sociétés civiles. Deuxième chiffre professionnel, 70. Chiffre santé au féminin. Il y a 70% de femmes dans le secteur de la santé et la crise du Covid a mis en exergue leur rôle essentiel. Et pourtant, vous regrettez qu'elles soient aussi peu représentées au poste clé et aussi peu associées à la prise de décision. Et d'ailleurs, c'est l'un de vos combats. Et puis, chiffre un peu personnel, parce que j'ai fouillé, j'ai fouiné. C'est 24, chiffre série maniaque. J'ai appris que vous étiez une inconditionnelle de la série française Baron Noir, c'est ça? Avec Can Mérad. Vous appréciez la justesse des scénarios qui est bien en phase avec la vie réelle, qu'elle soit politique, sociale ou économique. Et alors vous êtes tellement captivé qu'il paraît que quand Angèle regarde Baron Noir, il ne faut pas la déranger, c'est ça? Exactement. Angèle Malatre-Lansac qui va s'installer. Merci de l'applaudir encore une fois. On va appeler le directeur du département de santé globale de l'Institut Pasteur, professeur du Conservatoire des Arts et Métiers, Arnaud Fontanet. Merci Arnaud de nous rejoindre. Le micro, Arnaud. J'ai 3 chiffres pour vous aussi. 32 chiffres rayonnement international. L'Institut Pasteur auquel vous appartenez dispose d'un réseau de 32 instituts de par le monde. Et avec ce chiffre, c'est l'excellence française d'un laboratoire emblématique au service de la recherche. Deuxième chiffre, 250. Chiffre creusé de talent. Ce n'est pas par hasard si l'Institut Pasteur a reçu 10 prix Nobel. Les plus grands chercheurs y travaillent ensemble. Et dans le département santé globale que vous dirigez, Arnaud, pas moins de 250 collaborateurs passionnés. Et puis 1930, ça c'est le petit chiffre perso, chiffre âge d'or d'Hollywood. C'est paraît-il pendant votre doctorat de santé publique à Harvard que vous succombez au charme du cinéma des années 30. Alors au Bethel Theatre, c'était Clark Gable, Cary Grant, Lorraine Bacall. Il paraît en plus qu'il y avait un tramway nommé Désir qui vous permettait, c'est ça, d'aller au cinéma et puis... Arnaud Fontanet, merci de l'applaudir. Merci d'être avec nous. Vous vous asseyez aux côtés d'Angèle. Je vais appeler le président de la région Grand Est, monsieur Jean Rotner. Jean Rotner qui nous rejoint. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous. J'ai 3 chiffres pour vous aussi. Le premier est 35, chiffre jeunesse et maturité. Vivre avec le risque, prendre des risques, vous connaissez depuis longtemps. À l'âge de 35 ans, vous dirigez déjà une équipe de 180 personnes, gérer les poussées d'adrénaline, sentir les signaux faibles, rassurer. Une école de l'efficacité et de l'humilité bien utile en politique. Le deuxième chiffre, c'est 1000, chiffre la région Grand Est à la manœuvre. L'ancien médecin urgentiste que vous êtes a très vite saisi l'ardente nécessité d'aider les entreprises malades du Covid. Plan d'aide, de relance et avec 1000 acteurs économiques, co-construction avec l'État de solutions pour relever les défis et les enjeux majeurs en matière économique, industrie 5.0 ou numérique. Et puis il y a le chiffre perso. 80, chiffre strass, paillettes et boule à facettes. Vous êtes fan des années 80 et en particulier de sa musique ABBA, Police, Elton John et chez les Français évidemment Jean-Jacques Goldman. Et confidence pour confidence, comme disait un autre Jean, Schultes, celui-là, j'ai appris que comme moi vous avez été animateur de radio. Voilà. Et Jean Rotner au micro de la REF, moi je dis qu'on va avoir des bonnes ondes. Et oui. C'est vrai, je vous écoutais sur Europe 2 déjà à l'époque. C'est gentil, Jean. Vous êtes un peu mon maître. C'est gentil. Et je sais que vous avez interviewé le groupe Tok Tok. Et ça, c'est bien. Jean Rotner, merci d'être avec nous, Jean.
Et je vais appeler celui qui est diplomate, ancien directeur du centre de crise du Quai d'Orsay, et puis consultant, c'est Didier Lebray. Didier, merci de nous rejoindre, merci de l'applaudir. Didier, vous saisissez du micro et vous venez de me rejoindre parce que j'ai 3 chiffres pour vous aussi. Le 11, chiffre tragédie en sous-sol. Le 11 septembre 2001, vous êtes dans les sous-sols des Nations Unies à New York avec l'ambassadeur Jean-David Lévy. Vous assistez à l'effondrement des Twin Towers. Et la France avait d'ailleurs à l'époque la présidence du Conseil de sécurité. Et face à George Bush, le diplomate que vous êtes a dû faire preuve d'habileté. Deuxième chiffre, 200 000. Chiffre séisme en Haïti. En janvier 2010, vous voilà nouvellement nommé ambassadeur d'un pays qui, du fait de cette catastrophe, déplore 200 000 morts. Au-delà de l'horreur, vous gardez un profond attachement pour Haïti, l'une des expériences professionnelles les plus marquantes de votre vie, dites-vous. Et puis 3, chiffre anniversaire de mariage. En plus d'avoir épousé la carrière de diplomate, vous avez convolé en juste et heureuse noces avec Mazarine, la fameuse, il y a un peu plus de 3 ans, 1er juillet 2017. Ce sont les noces de Froment. Blé tendre, synonyme de bonheur et fertilité, ça vous va? Ne demandez pas tant, merci. Voilà. Didier Lebray, merci de l'applaudir. Alors, on va attaquer cette table ronde qui, je vous le disais, est très intéressante parce qu'elle va remettre en perspective tout ce qu'on a vécu. Je vous propose qu'on revienne un peu en braquant les projecteurs dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé, brièvement. Ensuite, on va voir où on en est, puis on va te donner des perspectives, et en particulier aux chefs d'entreprise. Arnaud Fontanet, je me tourne vers vous, évidemment. Décryptage de la séquence. J'ai envie de dire, est-ce que l'État a-t-il été à la hauteur? Parce qu'il fallait arbitrer économie, santé. Déjà, juste pour rappeler que vous faites partie du conseil scientifique qui conseille le gouvernement sur la crise sanitaire. J'ai travaillé avec Jean Castex, qui était monsieur des confinements, comme vous le savez. Et le rôle du conseil scientifique, c'est de donner des avis sanitaires. Et l'État, sur la base de ces avis sanitaires, fait des arbitrages qui prennent en compte 2 dimensions, qui peuvent être des dimensions sociales et des dimensions économiques. Et je trouve que le partenariat a bien marché. On n'a pas toujours été d'accord, mais je dois reconnaître que quand l'État fait des arbitrages différents de nos recommandations, notamment, vous le savez, sur les écoles à Nîmes, Il y avait aussi un argument très valable qui est des difficultés d'apprentissage, le décrochage scolaire, si les écoles ne rouvraient pas, les conséquences économiques. Donc, pour vous dire que j'ai trouvé, en tout cas tout au long de cette crise, que la collaboration a bien fonctionné. Alors, collaboration a bien fonctionné, mais on ne peut pas s'empêcher, même si c'est toujours facile, de faire une écriture rétrospective de ce qui s'est passé. Quand on compare, par exemple, avec la Corée du Sud, est-ce qu'on a anticipé suffisamment? Bon, certes, c'était inattendu, c'était soudain, mais... Alors, je dois reconnaître que la crise a été d'une brutalité absolument inouïe. On surveillait pendant tout le mois de février ce virus sur le territoire français. Il faut se rappeler que jusqu'au 25 février, il n'y avait pas de circulation connue du virus sur le territoire français. On avait eu 6 importations en janvier, des cas isolés. On a vu l'épisode des contamines le 8 février, puis plus rien. Là, c'est vrai, dans l'Oise, se développait à bas bruit un foyer à côté duquel les systèmes de surveillance sont passés. Mais ce qui a vraiment fait basculer la France dans la crise, ça a été, comme vous le savez, l'épisode du Grand Est, où après un rassemblement évangélique à Mulhouse, plusieurs centaines, voire milliers de personnes ont été infectées, et les hôpitaux de Colmar, de Mulhouse et de Strasbourg ont été entraînés dans une crise majeure avec des services de réanimation qui ont été très rapidement saturés. Donc ça veut dire que le service de santé et le système de santé français n'étaient pas vraiment le meilleur du monde, hein? C'est plus au niveau de... Je pense que sur la rapidité avec laquelle ce phénomène s'est produit, on a joué de malchance. Si on n'avait pas eu, mais c'est toujours facile de réécrire l'histoire, cet épisode de Mulhouse, vraisemblablement on aurait traversé une crise assez difficile parce que le foyer de l'Oise commençait lui aussi à faire parler de lui vers le nord de la région parisienne puis de Paris, mais les choses n'auraient pas été à la dimension qu'on a rencontrée. Alors là, il y a eu une décision très difficile qu'il a fallu prendre, qui était celle du confinement. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire qu'on comprend un petit peu mieux aujourd'hui ce qui s'est passé et finalement l'impact qu'a eu ce confinement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un seuil d'hospitalisation que l'on estime à peu près à 1 pour 100 000 habitants, à partir duquel la situation est devenue irréversible. Quand on a franchi ce seuil, il est très difficile d'arrêter la course du train et les services de réanimation vont être bloqués. On l'a franchi quand? Alors ce seuil a été franchi en premier par le Grand Est, c'était le 10 mars, l'Île-de-France le 11 mars. Mais ce que les gens ne savent pas,
c'est que toutes les régions françaises ont franchi ce seuil. Et la dernière à le franchir, ça a été la Bretagne, le 23 mars. Et que donc ce qu'on a vu sur le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, on l'aurait eu sur l'ensemble du territoire français, en absence de confinement, parce qu'on avait déjà une courbe exponentielle qui était sous le radar, et le confinement a bloqué pour les régions qui n'ont pas souffert, comme le Grand Est, l'Île-de-France et la région parisienne, a bloqué cette évolution qui était déjà devenue irréversible en absence d'une mesure très forte qui était celle du confinement. Donc on le voit, on a eu un glissement d'est en ouest de cette situation. Vous parlez du Grand Est. Jean Rotner, je me tourne vers vous. Je disais tout à l'heure, vivre avec le risque, prendre des décisions rapides, anticiper aussi, et puis trouver le bon équilibre, la bonne balance entre l'économique et la santé. Revenons sur la séquence et ce que vous avez fait avec toutes vos équipes en région Grand Est. Vous l'avez rappelé, je suis effectivement médecin urgentiste et ancien chef de service du SAMU et des urgences de Mulhouse. Donc c'est un service que je connaissais. J'ai remis la blouse à cette occasion pour, tout début mars, venir donner un coup de main devant le nombre d'appels qui faisaient déborder le standard du centre 15. Et c'est là que, en tant que politique, je me suis vraiment rendu compte, effectivement, du phénomène qui existait. Et Arnaud Fontanet a parfaitement raison. La particularité du Grand Est, c'est que nous nous sommes pris un rouleau compresseur viral en pleine face. Donc nous sommes rentrés directement dans la crise, contrairement à d'autres régions qui ont vu et qui ont eu le temps de s'adapter, fort de notre expérience d'ailleurs, et du relais médical qui se faisait dans... Sorte de courbe apprenante, quelque part. Oui, mais il y a eu une bonne information, et entre équipes, il y a eu... Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es débrouillé? Et une forme de solidarité extraordinaire qui s'est mise en place à l'intérieur de la région. C'est-à-dire que face aux débordements et aux besoins de lignes de réanimation, eh bien, Mulhouse et Colmar ont commencé à utiliser Strasbourg, puis Nancy, puis Troyes, puis Charleville, puis Reims. Et il y a eu une solidarité exemplaire qui s'est jouée là. En même temps, j'ai averti mes collègues présidents de région que j'avais aussi besoin d'eux dans une forme de solidarité économique qui commençait déjà à se préparer. Ça, c'est les territoires dont parlait Jean Castex tout à l'heure. Jean Castex en parlait, c'est-à-dire que très tôt, dans l'Assemblée des régions de France, nous avons abordé à la fois le côté sanitaire et le côté économique en disant il faut que nous nous préparions aux deux et que nous arrivions à y faire face, nous y reviendrons peut-être. Alors il y a un point, pardon de vous couper Jean Rotner, un point qui est important aussi, on l'a beaucoup reproché à l'État, l'incapacité ou la capacité limitée à anticiper. Vous aviez déjà anticipé, il y a eu un signal fort, vous avez nommé un référent ou plutôt une référente. Racontez-nous, c'est intéressant. Oui, c'est pas forcément lié à la crise, c'est que depuis quelque temps, on sent que les territoires, les collectivités locales s'occupent de plus en plus des sujets de santé qui ne sont plus réservés simplement à l'État. C'est de l'aménagement du territoire, c'est de la proximité, c'est de l'installation de médecins, de jeunes médecins, c'est une collaboration avec les CHU qui ont un rôle essentiel dans ce domaine-là. Mais j'aimerais, si vous me le permettez, revenir sur la question suivante, la question précédente, qui était de dire solidarité intra-régionale, solidarité interrégionale, et nous avons joué également, nous élus locaux, un rôle de diplomatie internationale vis-à-vis de la Suisse, de l'Allemagne, du Luxembourg, les 4 pays, qui sont venus à notre secours et qui ont pratiquement accueilli plus de 250 personnes également au service de réanimation. Donc on le voit, il y a le prisme européen qui est très important. Didier Lebray, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, Arnaud Fontanet nous disait... Finalement, ça n'a pas si mal fonctionné que ça entre le conseil scientifique qui donnait des informations, qui décryptait, et puis l'État qui prenait les décisions. Vous avez été amené à gérer la crise, à gérer les crises, je commençais à le dire. Il faut être chef de guerre, il faut être chef de clinique pour gérer une crise comme celle qu'on a vécue. Je crois qu'il faut être bien entouré. Ça, c'est le point majeur. Et la deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux, à défaut d'avoir anticipé, s'appuyer sur des structures qui ont déjà fait leurs preuves. J'avoue, peut-être de l'extérieur, c'est toujours plus facile aujourd'hui, avoir été un peu surpris de constater que la cellule interministérielle de crise de Beauvau, donc du ministère de l'Intérieur, n'ait pas été activée immédiatement. Pourquoi est-ce que ça aurait eu du sens de passer par cette structure? D'abord parce qu'elle est robuste, elle a été testée, elle a fait ses preuves, et ensuite parce que c'est une structure qui est en prise directe avec nos territoires, et notamment les départements et la chaîne de commandement préfectorale. Ensuite, on a beaucoup critiqué les agences régionales de santé en disant que, après tout, est-ce qu'elles avaient été conçues pour ça ou pas? En tout cas,
il y a eu une période de flottement. Je pense qu'on aurait pu s'épargner cette période de flottement si d'entrée de jeu, on n'avait pas mis la Direction générale de la santé, donc du ministère de la Santé, en première ligne. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'aucun ministère ne peut arbitrer quand il faut gérer une crise. Et il vaut mieux avoir un point, je dirais, central, puisque chef de guerre, hein. la CIC est placée sous l'autorité du Premier ministre, de la même façon que quand il y a une crise à l'étranger, c'est le centre de crise du Quai d'Orsay, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 3 ans, qui prend en main les opérations. Alors parlez-nous justement, parlez-nous de Bangui, parlez-nous d'Haïti, parce que c'était des crises qui étaient protéiformes, où là encore, c'était inattendu et il a fallu gérer. Qu'est-ce que vous en retenez? C'est pas de même nature. Je veux dire, il faut savoir garder raison, même si le bilan victimaire en Haïti a été sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans d'autres crises. C'était à la fois sanitaire, économique aussi. Oui, bien sûr, mais ça c'était pas en France, c'était à l'étranger. Et la seule autorité en charge de coordonner l'aide de la France, c'est l'ambassadeur. Donc c'est plus simple quelque part. C'est plus simple que sur le territoire national, où vous avez immédiatement des débats, où l'opinion se saisit des sujets, où vous avez des avis divergents, y compris au sein de la communauté scientifique. Et c'est ce qui a, je crois, d'entrée de jeu, fragilisé un petit peu le pacte de confiance auquel les Français sont spontanément prêts à adhérer. Mais comme ce pacte de confiance a été au départ un petit peu ébranlé par des avis scientifiques divergents, avec toutes les polémiques qu'on a eues, et notamment autour de la triste affaire des masques. Et je crois que s'il y a un enseignement à retenir sur cette affaire, c'est que le principe de base de la gestion de crise, qui est d'avoir très vite la confiance des gens qui vont devoir être dans l'action, mais aussi des populations, cette confiance, elle ne peut pas reposer sur un premier mensonge. Or, le premier acte du gouvernement, malheureusement, en tout cas dans son diagnostic, a été de dire « nous n'avons pas besoin de masques ». Pourquoi ce mensonge? Ce mensonge tenait compte d'une réalité affligeante, qui est qu'on avait mal géré les stocks. Donc il vaut mieux, quand on gère une crise, d'entrée de jeu, dire la vérité. Il aurait mieux fallu dire « nous avons un problème de stock, les masques sont importants, mais nous allons faire en sorte de gérer les choses différemment ». Et la confiance n'aurait pas été à ce point entamée dès le début du processus. C'est fort ce que vous dites, hein. Il y a eu un mensonge. Hein. Il y a eu, en tout cas, une volonté, par peur peut-être de la réaction des Français, mais je crois que... C'est plus que mentir par omission. Savoir gérer une crise, c'est aussi considérer les gens qu'on a en face de soi. C'est-à-dire, le peuple français n'est pas un peuple d'enfants. On n'a pas besoin de le traiter avec surplomb. On peut lui dire la vérité, il est capable de faire face. Le message est passé. Angèle Mallet-Lansac, vous dirigez le programme sur la santé depuis 7 ans. Depuis 10 ans, vous êtes à l'Institut. Peut-être réaction à ce que vient de dire Didier Lebray. Et puis, par rapport à votre vision des autres pays, les États-Unis en particulier, votre décryptage. Oui, beaucoup de choses qui ont été dites. Là, moi, je tirerais peut-être 3 enseignements par rapport à ça. Effectivement, il y a une forme de verticalité de la prise de décision, de centralisation très forte au début, avec un retour très fort au national, un effacement complet de l'Union européenne. Et on a pris l'exemple des masques, on pourrait aussi parler des tests. Je pense qu'il y a eu effectivement pas de marge de manœuvre pour les acteurs privés. On s'est retrouvé aussi avec une situation extrêmement bloquée, une forme d'État quelque part refermé sur lui-même. En fait, il y a eu un peu ça au départ. Dans le monde de la santé, ça s'est traduit par une vision très tournée au départ sur l'hôpital et sur l'hôpital public notamment. On l'a vu, et puis aussi par une coupure avec la société civile, et ça le Conseil scientifique l'a noté plusieurs fois. Je me rappelle de l'avis du 20 avril qui disait il faut faire confiance pour garder la confiance, il faut rappeler les citoyens et les inclure aussi dans notre réflexion. C'est pas des enfants, et on peut peut-être imaginer que si on avait fait ça, les conséquences en termes de non-traitement des malades chroniques, d'absence de dépistage, d'absence de vaccination, tout ce qu'on a pu voir pendant cette période qui entraîne une seconde vague qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui est plutôt une vague autour des malades chroniques qui n'ont pas été soignés, et toute cette perte de chance, peut-être que si les patients avaient été inclus dès le départ dans la réflexion, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc Angèle, le confinement généralisé, c'était bon, c'était... Il fallait le faire évidemment. Après, il me semble qu'il y a un des points qui a été un peu l'impensé de l'action publique pendant toute la période, c'est la question du numérique. Quand on compare avec les pays du sud-est asiatique, à l'Institut, on a été regarder ça de façon très précise. Évidemment, il y a des facteurs culturels, évidemment, il y a l'expérience du SRAS, mais il y a aussi l'utilisation des outils numériques. Et ça, il me semble qu'en France, on est un peu passé à côté de ce pilotage par la data qui aurait été rendu possible par les données disponibles et aussi
ce fameux tester, tracer, isoler, qu'aujourd'hui on arrive à faire, mais qu'on n'arrivait pas à faire il y a 6 mois et il y a 4 mois. Et puis aussi, le numérique, c'est aussi permettre d'éviter la saturation des hôpitaux, meilleure gestion des stocks, meilleure gestion des équipements, la télémédecine, pour l'accueil, le télésuivi. Je vous coupe parce que c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je me souviens, j'ai vu un slogan des Gilets jaunes, dépister, pas pister. Et je fais un comparatif avec ce qui s'est passé à Singapour. Singapour, il y a combien de millions d'habitants sur Singapour? 20, 25? On est à 23 et ils ont eu une dizaine de morts. Ouais. Ils ont eu une dizaine de morts. Non, je comprends. Ouais. Et parce que traçage, parce que traçage. Alors, en France, on a une méfiance, on parlait de confiance tout à l'heure, on a une méfiance très forte par rapport aux outils numériques. On l'a vu, tous les débats autour de l'application Stop Covid, de contact tracing, qui sont très très forts. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour des données de santé, qui sont vraiment un outil absolument essentiel aujourd'hui. Toutes vos données, tout votre parcours médical, il est tracé. Mais vous avez aussi des données génomiques, des données liées aux réseaux sociaux, liées aux objets connectés. Il y en a énormément. Donc ça pose des questions absolument vertigineuses en termes de souveraineté, en termes d'éthique, en termes d'enjeux techniques. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Et ça doit être une vision stratégique apportée par la France, mais aussi dans une vision européenne. On ne peut pas porter ça tout seul. Arnaud Fontanet, je voudrais que vous réagissiez à 2 choses. La première, ce que disait Angèle Malâtre-Lansac à l'instant sur ce traçage qui est bénéfique, et en même temps sur des Français qui disent moi j'ai pas envie d'être pisté. Puis deuxième chose, voilà, on a menti aux Français. Alors sur la partie, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler l'épidémie? Je pense qu'il faut surtout avoir une vision globale. On a trop tendance à traiter sujet par sujet. On a eu une période où on disait il n'y avait pas de test, après il y a eu le problème des masques, après on a parlé du numérique. En fait, les pays d'Asie que vous venez de mentionner, ils ont réussi à contrôler pour beaucoup l'épidémie parce qu'ils ont un package complet. Le package, c'est les mesures barrières qu'on connaît avec les masques, c'est tester, tracer, isoler, et puis c'est tout un ensemble de mesures qui rentrent dans ce qu'on appelle la distanciation sociale, de fermeture calculée, de lieux à risque, de propagation, etc. Et c'est quand on prend tout ensemble qu'on arrive à avoir un résultat. Mais il ne faut pas espérer... On ne rajoute pas responsabilisation aussi? Alors après, vient... je pense aussi dans une culture en Asie, par exemple, vis-à-vis du masque, il y a clairement une habitude de porter le masque. Avec le SRAS, tout ça. Qu'ils ont acquise très tôt, mais même avant le SRAS, les grippes, etc., y ont contribué. Donc c'est des choses sur lesquelles, en France, d'ailleurs, on a fait beaucoup de progrès. Le port du masque marche plutôt bien actuellement. Tous les indicateurs qu'on a montrent que les gens le respectent. Mais une fois de plus, il ne faut pas espérer arriver au bout avec une seule mesure. C'est vraiment le package qui permettra. Alors dans le package, il y a les outils numériques. Stop Covid a été un flop, on le sait tous. 2 millions de téléchargements alors qu'il en faudrait au moins 10 millions pour qu'on commence à voir un effet. Parce que défiance? Beaucoup parce que défiance, aussi parce que l'application elle-même, on sait tous, ça pompe vos batteries et vous vous retrouvez à vide très vite. Parce que le calibrage de dire un quart d'heure à moins d'un mètre d'une personne, c'est peut-être pas le bon calibrage. Donc il y a des choses qui peuvent être ajustées. Après, quand je regarde, en Europe, finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment réussi avec les applications numériques. Un peu pour il faut avoir peur du traçage. Parce que en Asie, ils ont réussi, mais avec des applications numériques beaucoup plus intrusives. Parce que alors là, vous êtes vraiment pisté beaucoup plus que je pense la plupart des pays européens. Mais quand on est avec Waze, on est un peu pisté aussi, non? Pardon? Quand on est avec l'application Waze. Vous choisissez effectivement beaucoup d'applications qui vont récupérer beaucoup d'informations sur vous, et c'est le cas. Alors après, sur les masques, moi je vais me poser un petit peu en dehors de la polémique sur il n'y avait pas de masque, on a menti, etc. D'un point de vue scientifique, il faut quand même savoir que nos connaissances sur l'utilité du masque ont évolué avec nos connaissances sur ce virus. C'est-à-dire, parce que ça intéresse nos chefs d'entreprise. La plupart des virus respiratoires, ils se transmettent par ce qu'on appelle, nous, les gouttelettes de Plugueux, que vous appellerez des postillons, qui vont à 1 mètre en France, 1,50 m, 2 mètres en Angleterre et aux États-Unis. Les distances sont différentes. Qui parle plus fort, c'est ça, non? Je ne sais pas si c'est le THE qui vous fait envoyer des postillons plus loin, mais enfin bref, on a en tout cas ces gouttelettes qui vont sur une distance où soit vous choisissez la distance physique, soit vous mettez un masque pour protéger les autres et vous protéger. Ce qu'on a appris avec ce nouveau virus, qui est un virus dont les concentrations dans la gorge sont beaucoup plus élevées que les autres virus respiratoires, c'est que simplement en parlant, si vous êtes dans cette phase présymptomatique, 2 jours avant le début des symptômes, où vous avez des concentrations virales très élevées dans la gorge alors que vous ne savez pas que vous êtes malade, simplement en parlant, vous êtes capable d'émettre
des aérosols, qui sont des particules de moins de 5 microns, qui contiennent une quantité de virus suffisante pour être infectante, ce qui n'existe pas avec les autres virus respiratoires. Ça veut dire que très si peu. je suis dans un endroit clos, open space en entreprise, bureau paysager avec plusieurs personnes, outre le masque, il risque d'y avoir ces petites gouttelettes en Alors, il suspension. peut y avoir en suspension ces aérosols, et en dehors de maladies telles la varicelle, la tuberculose, la rougeole par exemple, notamment pour la grippe, on n'a pas ce même phénomène. Et c'est vrai qu'on a été amené, alors quand je dis on, c'est la communauté scientifique internationale, à reculons, à réviser nos positions. Et d'ailleurs, c'est le CDC européen et l'OMS qui ont été les derniers à faire une révision de leur doctrine sur les masques pour dire que finalement, le masque pourrait être utile en milieu clos. Et encore l'OMS, ça. Bon, voilà. Après, c'est juste pour vous dire quand même que la situation n'était pas aussi simple qu'elle l'était. Maintenant, ce qui était clairement pas normal en mars dernier ou en février dernier, c'était pour les personnels soignants. Parce que eux, qu'on parle de postillons ou qu'on parle d'aérosols, ils avaient besoin d'être protégés. Et qu'il n'y ait pas eu des masques pour les personnels soignants en février-mars, là, il y avait certainement un défaut majeur. Très rapidement, Très rapidement, et après je passe la parole à je Jean peux Rotner. rebondir sur l'application Stop Covid, puisqu'on est à une réunion d'entreprise. Rappeler, pour avoir été dans la fonction publique très longtemps et aujourd'hui être avec les entreprises, je suis honnêtement sidéré, et je pèse mes mots, par l'autisme du gouvernement français face aux propositions de nombre d'entreprises françaises qui ont été faites pour pouvoir aider Orange, le par gouvernement. exemple. Je ne citerai pas de nom, mais beaucoup d'entreprises avec de très gros potentiels. Et l'État a fait ce qu'il sait faire de pire, c'est-à-dire il a dit on va faire comme on sait faire d'habitude, c'est-à-dire en interne. L'INREA a pris les choses en main, ils ont des ingénieurs de qualité, mais ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir la force de frappe dont vous avez besoin dans ces moments-là si vous ne vous appuyez pas sur les entreprises. Alors, on s'appuie sur les entreprises, elles sont là, et le message est fort, merci à vous Didier Lebray, et on s'appuie sur les acteurs des territoires. Jean Rotner, réaction par rapport à tout ça, et je voudrais qu'on revienne avec vous sur cet équilibre délicat entre le sanitaire et l'économique, et que vous développiez, parce que ça peut servir de valeur d'exemple, j'allais dire, pour les autres régions, tout ce que vous avez mis en place pour préparer la suite et amortir le choc. Plusieurs choses, peut-être d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut le faire. On a parlé de mensonges, on a parlé de difficultés, On a parlé d'état défaillant. d'état défaillant. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dès le départ, c'est l'impréparation finalement et l'absence de protection du personnel soignant. Dans les hôpitaux, on était à 24 heures ou 48 heures de prévision de masques ou de matériel de protection. Au-delà, on ne savait plus. Et les médecins généralistes n'avaient aucun masque. Moi, le premier appel que j'ai fait, c'est via les réseaux sociaux. J'ai sorti 600 000 masques des lycées et j'en ai trouvé 700 000 dans les entreprises. Et je les remercie vraiment parce qu'elles ont joué le jeu au maximum. Les fameux stocks Bachelot, on les a fait ressortir et on les a distribués nous-mêmes aux médecins généralistes dans les territoires les plus atteints. C'est quand même là la marque d'une forme d'échec de la gestion de crise. Et je partage parfaitement cette notion-là. Il y a un patron, pour moi, c'est le préfet de zone de défense qui travaille avec ses préfets de département, comme ça se fait au quotidien à partir de l'intérieur. Et il ne peut pas y avoir dans la gestion de crise une bicéphalie entre la santé et l'intérieur. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est un tout-bib qui vous dit ça. Et on sait la guerre entre les rouges et les blancs. Eh bien, je pense que les rouges, là, savent bien mieux faire que les blancs, et il faut faire ensemble et pas l'un contre l'autre ou en parlant deux langages différents. Alors justement, par rapport à parler ensemble, travailler ensemble et co-construire, vous avez mené tout un plan déjà d'assistance, puis de relance, et c'est pas fini, Jean Rotner. Avec l'État, là aussi, considérant que la meilleure décentralisation, ce n'est pas l'État d'un côté et les collectivités de l'autre, mais c'est au contraire un partage des responsabilités sur les territoires et la capacité de mener ensemble, je dis bien ensemble, là aussi, un plan de relance. Et nous l'avons senti dès le départ, dès les 15 premiers jours de la crise. On a traité à la fois le sanitaire avec l'État et en même temps, on s'est engagé avec les chefs d'entreprise, ceux qui représentaient naturellement l'ensemble des organismes patronaux, mais aussi les syndicats, les branches, dans un travail hebdomadaire avec ma préfète de région. Et en 5 semaines, un plan de relance qui était établi début juillet, avec des actions, avec des propositions, avec des simplifications acceptées par l'État en région. Et tout cela
On attend aujourd'hui le plan de relance. Alors, Alors, j'attendais du Premier ministre. faudra attendre mardi. On attendra encore une semaine supplémentaire. Mais là-dedans, on fait aussi preuve d'innovation. Et on met en avant le savoir-faire régional. Alors par exemple, parce que le fameux Business Act... Un exemple Grand très Est. simple sur les datas, elles sont essentielles. On a un IHU, il y a celui de Marseille, il y a celui de Strasbourg. Et celui de Strasbourg travaille beaucoup sur la donnée médicale. Et à travers cette donnée, on a réussi à inventer un cockpit qui permet d'être prédictif. Nous, on ne suit pas, on anticipe. On anticipe à partir de l'intelligence artificielle qui nourrit la machine et qui nous permettait déjà fin juin de prédire ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui au niveau départemental. Et j'ai eu l'autorisation de Jean Castex et de son équipe la semaine dernière, après 1 mois et demi de lutte acharnée, de lobbying du cabinet à la fois d'Olivier Véran et de Jean Castex, eh bien de pouvoir en bénéficier au niveau communal et de permettre là aussi aux entreprises, au monde économique, d'avoir accès à ces données prédictives. Ils disent, bien, s'il y a un rassemblement, s'il y a une concentration, s'il y a peut-être dans la ruralité par rapport à la ville des différences. On peut réagir très vite et réajuster le tir. Hein, c'est ça. Voilà, on peut réajuster, on peut s'adapter, on peut anticiper, c'est ce qui a manqué. Et là, l'outil existe et il sera définitivement opérationnel. Et ça a été difficile. Définitivement opérationnel. D'ici 1 mois, il faut un décret, il faut changer là aussi la capacité d'avoir des données anonymisées. C'est extrêmement compliqué. Alors, opiniâtreté aussi. Et je rêve d'une chose, la crise, le shortcut, la rapidité des décisions, ça a du bon et ça a été exceptionnel en France. Et moi, j'en rêve pour l'avenir. Alors, justement, on peut vous applaudir, hein, Jean Rottner, parce que vous avez retroussé les manches. Parlez-nous du volet économique qui est très important et que vous avez voulu conséquent, significatif. Business Act Grand Est, j'ai noté 80 mesures, 40 projets, c'est significatif. Hein. Oui, ça a été surtout une décision que j'ai prise avec la préfète de région, de dire aujourd'hui la crise va changer les choix que nous avions peut-être faits il y a 2 ans ou 3 ans en matière d'orientation économique. Et ce n'est pas à nous... représentants de l'État ou responsables politiques de décider de ces nouvelles orientations, mais demandons aux acteurs économiques de le faire. Ils se sont mobilisés, 1000 personnes qui en 5 semaines, 22 groupes de travail, nous ont dit voilà ce qui est important, voilà ce qui est nécessaire, voilà où il va falloir investir. Grosso modo, c'est investir, 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 former, innover. Et traiter là Qu'est-ce aussi... que c'est les défis de demain, Jean Rottner? Évidemment, il y a l'écologie. On n'a rien inventé de neuf, mais c'est de savoir simplement de les reprioriser dans l'innovation, dans le développement durable, dans l'agriculture, dans l'innovation, dans ce que moi j'appelle l'industrie 5.0, c'est-à-dire associer l'industrie 4.0 à la qualité humaine, à la redistribution de richesses, à l'exigence et à la souplesse du travail. Ça a été dit par le Premier ministre, ça a été dit par le président du MEDEF. Eh bien, tout ça, nous souhaitons l'appliquer. Nous sommes prêts, nous attendons la gâchette de l'État. Nous sommes prêts et aussi, et le Premier ministre l'a dit, économiquement et budgétairement, dans un accord que nous avons eu entre les régions et le gouvernement. Nous allons augmenter notre capacité d'investir pour être à côté du monde économique et pour le faire là aussi dans des décisions. Et ça n'a pas été simple parce que le débat sur la CVAE entre présidents de région, il y avait les pour et les contre. Bien sûr. Et finalement, eh bien, on a jugé utile collectivement de dire, eh bien, banco, allons-y, diminuons cet impôt de production, donnons cette chance et participons là aussi à cette agilité française que l'on doit renouveler. La crise, ça doit être une force, ça ne doit pas nous abattre. Et c'est un président de région qui a vu sur son territoire 5500 personnes disparaître. Voilà, c'est dit, Jean Rottner. Et mine de rien, j'en parlais avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Didier Kling, et son directeur général Stéphane Fratacci. Même si on n'est pas dans une lutte, c'est un peu la revanche quand même des territoires et des gens qui sont sur le terrain, les régions, les CCI et évidemment tous les acteurs des territoires. Moi, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Angèle Malatre-Lansac, sur toutes ces données télémédecine. On en parle beaucoup, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. C'est aussi un moyen de réorganiser notre système de santé qui a été défaillant.
Oui, tout à fait. Peut-être juste pour revenir sur ce que disait Jean Rotner, hein, c'est quelque chose de très optimiste aussi. Hein, c'est un message d'espoir, cette capacité de mobilisation des acteurs. Je pense que la médecine de ville, notamment, s'est énormément mobilisée alors qu'elle avait été complètement oubliée au départ. Les cliniques privées, elles ont été hyper réactives dans la crise. Les entreprises, on en a parlé avec la mise à disposition de leur capacité de production sur les respirateurs, les masques, les gels, etc. La société civile aussi sur les masques, hein, qui s'est emparée du sujet, qui est allée sur les réseaux sociaux, qui a dit il faut y aller, etc. Donc cette réactivité des acteurs, je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Sur la transformation du système de santé, je crois qu'il va y avoir une table ronde passionnante sur le sujet aussi demain. Et je pense que la question numérique, la question effectivement pilotage par la donnée, aujourd'hui on est beaucoup plus près, mais on n'a pas cette culture-là en France. On n'a pas de culture de santé publique et on n'a pas de culture de pilotage par la donnée. On a une culture de pilotage par la norme, par le juridique. Et aujourd'hui, vivre avec, je crois que le titre c'était vivre avec l'incertitude ou vivre avec le risque. Pour vivre avec ça, la seule chose sur laquelle on peut avoir une prise, c'est cette capacité à réagir et à être agile et réactif. Et ça, le numérique et le pilotage par la donnée, ils nous donnent la possibilité de faire ça. Comment on est par rapport aux autres acteurs du monde et européens? On a du Doctolib, on a quand même du Dassault Systèmes, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont à la pointe. On a une filière santé qui est effectivement à repenser aujourd'hui, qui a un atout énorme en France. Alors on a tendance à penser aux acteurs traditionnels dans la filière santé, hein, les laboratoires pharmaceutiques, les cliniques privées qui sont évidemment au cœur du système, mais on a effectivement ces nouveaux entrants qui arrivent avec des acteurs énormes comme Dassault Systèmes qui a fait une entrée énorme sur la question de la santé, des acteurs de la tech comme Doctolib, énormément de start-up. L'aéronautique peut le faire, hein, aller dans une direction commune avec une vision de long terme, avec des objectifs clairs. Et là-dessus, il y a des choses à faire, encore une fois, à l'échelle européenne aussi. Un Airbus de la santé, quelque part. Hein. Voilà. Didier Lebray, je me tourne à vous, vers vous. Vous avez des mots quand même très durs. Si on veut regarder devant maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que vous, quand vous étiez en Haïti, quand vous étiez sur le terrain, gérer la crise du côté de Bangui, après on en tire les conséquences. Hein. Alors, je vais m'éloigner un peu de Bangui et d'Haïti, je vais revenir aux entreprises. Je pense que pour les entreprises, c'est essentiel d'avoir en tête que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que le début d'une longue séquence. Donc, c'est comme ça. Il va falloir vivre avec. Il va falloir vivre avec. Ce qui a, je pense, à ce point marqué les esprits à travers la crise du Covid, c'est que c'est, pour le dire de manière un peu pompeuse et philosophique, c'est la première crise de l'anthropocène dans toutes ses composantes. C'est-à-dire qu'on voit ce que l'empreinte de l'homme fait contre l'homme aujourd'hui. Donc, et comme il n'y a pas de raison que ça s'arrange à court et moyen terme, il va falloir apprendre à vivre. Et pour les entreprises, il faut avoir en tête un schéma qu'ont les spécialistes de la crise, que sont les militaires. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y en a certainement. Souvent, les militaires se retrouvent d'ailleurs à la tête des départements de sûreté et de sécurité des grands groupes. En fait, il y a deux temps qu'il faut avoir à l'esprit. C'est l'amont, l'aval. L'amont, c'est la préparation. Si vous n'êtes pas préparé, vous n'affronterez pas la crise de la même façon. Ce que disait Jean Rotner tout à l'heure. Et le retour d'expérience, que les militaires appellent le retex, c'est tout aussi vital, mais il ne faut pas le faire sous un prisme ou un éclairage judiciaire ou punitif. Il ne faut pas chercher des coupables. Il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et si vous cherchez d'entrée de jeu des coupables, vous stérilisez le débat et la possibilité de faire remonter les expériences qui vont ensuite profiter à la suite. Donc, pour les entreprises, sur la préparation, moi, il y a une chose un enseignement que je retire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes pour des crises de ce type et pour d'autres crises, et a fortiori pour un système de crise qui va perdurer. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont des directions en silo. Il y a la sûreté, sécurité, il y a les RH, il y a les systèmes informatiques. Au lendemain, ça commence à changer. Ça commence à changer, mais au lendemain de la pandémie, du Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? La première information vitale qu'il fallait avoir, c'est comment vont travailler mes collaborateurs ? Est-ce qu'ils ont déjà fait du télétravail ? Est-ce qu'ils ont un téléphone portable, un ordinateur portable avec une possibilité de se connecter à distance au réseau de l'entreprise ? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait ? Qui avait des infos ? C'était éclaté entre un peu les RH, qui savaient qui avait fait du télétravail, la sûreté peut-être un petit peu, les systèmes informatiques pas sûr. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer. Et ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans ce que commencent à faire les entreprises, et beaucoup le font, ce fameux mode projet. Exactement. Et le bénéfice qu'on voit, et là je reviens à Haïti, mais à d'autres situations, quand des entreprises avaient anticipé le risque, par exemple un assureur qui décide de ne pas avoir le centre de traitement
des assurés dans le même pays, mais à un pays à côté, pour éviter que le jour de l'effondrement, un séisme, ou un ouragan, ce que vous voulez, une guerre civile, eh bien, les personnes qui vont appeler auront en face d'eux des gens qui seront parfaitement à l'abri et pourront rendre le service qu'on attend d'eux en temps réel. Ce moment de la crise où vous rencontrez en face de vous des gens qui sont calmes, posés, qui ont des réponses et qui vous traitent en temps réel, c'est comme le poussin qui sort de l'œuf, il voit la poule, il l'adoptera toute sa vie. Ben là, c'est pareil. L'assureur a gagné un client ad vitam aeternam. Et on voit d'ailleurs... Le sang-froid de l'urgentiste. Hein, absolument. Ça. Mais ça, pour avoir le sang-froid, il faut soi-même s'être mis à l'abri et donc s'être préparé. Et l'aval, le retour d'expérience, et c'est quelque chose sur lequel moi je travaille actuellement avec une entreprise française qui s'appelle Comet, et Comet Meeting, qui fait normalement de l'animation de comités d'entreprise, de CODIR, de COMEX, etc. Et là, on va essayer de prendre les entreprises au sortir de la crise et de les amener à faire cette espèce de moment à la fois de purge de la crise, si j'ose dire. On met tout sur la table, en fait. Comment ? On met tout sur la table, on regarde le projet entreprise, on regarde comment se sont comportés les dirigeants, quels projets ils ont portés, et on essaie de faire en sorte que tout le monde adhère au nouveau projet qui va sortir de la crise. C'est un peu ce que font les pilotes quand ils se réunissent pour dire bah, tiens, j'ai eu un problème, voilà comment je l'ai géré, courbe d'apprentissage. Où est-ce qu'on en est, Arnaud Fontanet, aujourd'hui ? Alors, est-ce que ça se développe plus vite ? Parce que là encore, on a besoin de votre éclairage. Il nous reste peu de temps, il nous reste une dizaine de minutes. Où est-ce qu'on en est ? Ça circule plus vite, on est mieux armé. Point positif, point de vigilance. Alors, juste pour nous recaler un petit peu, on était sorti du confinement à la mi-mai avec à peu près, on va dire, 1500 cas par jour. Hein. Bon, c'est des estimations, mais on va les garder. On avait aussi utilisé le confinement pour se réarmer en termes de capacité de faire des tests, réapprovisionner en masques, en respirateurs, en matériel, laisser les équipes un peu souffler. Mensonge utile, on a dire. Hein, etc. voilà. Et la période qui a suivi a été une période où, avec les étapes du déconfinement, les choses se sont plutôt bien passées, mais on a vu progressivement le nombre de cas augmenter, et ce, particulièrement à partir de la mi-juin. Aujourd'hui. Alors, on est 26 août. On est aujourd'hui à peu près à 5000 cas, donc on est parti de 1500, vous voyez, on est à 5000. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le nombre d'hospitalisations ou de personnes admises en réanimation monte moins vite. On est à une progression de 30% par semaine pour le nombre de cas. C'est de 15% pour les hospitalisations et les réanimations. Donc, ce n'est pas zéro. Hein, et on est très bas. Mais méfiez-vous. On a diminué presque de moitié par rapport à avant. Méfiez-vous des exponentielles. Hein, parce que quand ça commence à décoller, ça décolle vraiment très vite. Donc, on est sur une situation où on interprète ça en pensant que les personnes qui se sont infectées pendant l'été étaient plutôt des personnes jeunes. Et on sait très bien que celles qui vont faire des complications, qui vont finir en réanimation, ce sont des gens plus âgés. Le risque commence vraiment à partir de l'âge de 50 ans et va graduellement on commence à avoir des traitements, hein, on parle beaucoup de l'interféron. Alors, il y a ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on aborde une période qui, je pense, va quand même être tendue avec la rentrée des écoles, avec la rentrée professionnelle, les transports en commun, avec malgré tout une circulation du virus importante. Et là, on risque de se mettre sous tension. Avec les capacités aussi de dépistage, de traçage des contacts et d'isolement qui peuvent être mises à mal. Si elles sont mises à mal, là, ça va être de plus en plus difficile à contenir parce que si les gens ne sont pas isolés, les contagions vont prendre. Et les personnes plus âgées qui, jusqu'à présent, se sont protégées, comme on le voit, puisqu'on n'a pas l'augmentation des hospitalisations et des réanimations, pourraient finir par être touchées en deuxième temps. Alors, les bonnes nouvelles maintenant, c'est qu'on a d'abord appris beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on peut se protéger. Et je le citais tout à l'heure, les gestes barrières, les masques, dépistage, etc. Comment on peut anticiper sur le terrain. Et puis les lieux à risque et les événements sur lesquels il faut être prudent. Et ça, c'est ce package qu'il faut qu'on mette en place. Et puis, il y a eu des progrès dans le domaine biomédical. Alors, il y a d'abord sur les tests diagnostiques. J'espère qu'à l'automne, on aura comme des tests qui seront autre chose que ce tube qu'on vous met dans le nez, pas très agréable, avec un résultat qui arrive en 48 heures. On devrait avoir à l'automne des tests salivaires avec une réponse en quelques heures. Ça, je pense que c'est quelque chose de réaliste. Dans les labos, hein. Et puis ça change complètement aussi dans la réactivité par rapport au traçage des contacts. Là, on va avoir un vrai progrès. Deuxième, sur les traitements, on a déjà eu des progrès. Les anticoagulants et la corticothérapie font que le passage de l'hospitalisation en réanimation a été divisé par 2. Du coup, on aura moins de saturation. On avait 30% des gens qui étaient hospitalisés qui passaient en réanimation. Maintenant, on est à 15%. Et ça, c'est grâce aux anticoagulants et à la corticothérapie par son effet anti-inflammatoire. Et puis, on aura, là aussi, je pense, à l'automne, les premières molécules antivirales efficaces
peut-être à base d'interférons, peut-être des anticytokines. On commence quand même, et c'est le temps normal de développement de nouveaux traitements, à avoir des résultats qui sont probants, mais on attend les résultats des essais randomisés pour le montrer. Alors, on parle de vaccins, il y a le fameux vaccin russe, vous me voyez venir, je suis marseillais d'origine, le roman de l'été, enfin c'était le roman du printemps aussi, hydroxychloroquine, j'ouvre des guillemets, hein, blaireau, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait astrologue. Alors, sur l'hydroxychloroquine, hein, au départ, c'était une bonne idée de la tester. Simplement, on sait aujourd'hui que pour tester un traitement, il faut faire un essai comparatif avec tirage au sort. Pourquoi? Parce que vous avez une maladie où 95% des gens vont guérir spontanément sans faire de manifestations sévères, sans aller à l'hôpital. Eh bien, dans ces cas-là, si vous voulez voir si un traitement marche, il faut que vous ayez un bras pour comparer, et puis il faut que vous fassiez un tirage au sort pour avoir deux groupes identiques pour la comparaison. Ça, c'est les essais randomisés. Ils ont eu lieu pour l'hydroxychloroquine. Qu'il s'agisse de gens qui sont traités précocement avec des formes bénignes avant d'être hospitalisés, les Espagnols l'ont fait, pas d'effet. De gens avec des formes modérées à l'hôpital, les Brésiliens l'ont fait, pas d'effet. Avec des formes sévères à l'hôpital, les Anglais l'ont fait, pas d'effet. En post-exposition, en prévention, les Canadiens l'ont fait, pas d'effet. Donc sur les essais randomisés contrôlés, pour l'instant, il n'y a pas d'effet d'hydroxychloroquine. Il y a 2 modèles animaux aussi qui ont été réalisés et qui montrent qu'il n'y a aucun effet sur les charges virales chez le macaque, que l'on donne l'hydroxychloroquine en prévention, en traitement, avec ou sans azithromycine. Donc je pense que pour l'hydroxychloroquine, malheureusement, parce que c'était un traitement effectivement disponible, etc., il s'est passé ce qui s'était passé d'ailleurs quand on l'a testé pour les autres virus. Ça ne marche pas. Que ce soit le sida, l'hépatite C, la grippe, la dengue ou chikungunya, on savait tester. Quand on passe chez l'homme, ça ne marche pas. Mais on a quand même d'espoir de traitement. Et puis, vous le disiez, il y a des vaccins. Il y en a 6 aujourd'hui qui arrivent à ce qu'on appelle à la phase 3, qui est l'épreuve du feu. On va voir s'ils sont capables de protéger. Sur des nombres faibles, ils sont bien tolérés. Ils citent une réponse immunitaire à type d'anticorps, réponse cellulaire qui laisse entendre qu'ils peuvent être protecteurs. Mais la vraie épreuve du feu, l'essai randomisé phase 3, vous donnez le placebo à une moitié et le vaccin à l'autre, elle commence pour 6 vaccins. On aura les résultats début 2021. On espère qu'on aura des vaccins qui seront sûrs et peut-être partiellement efficaces. Je mets la priorité sur le sûr, parce qu'on est tous conscients qu'un vaccin, ça se donne à quelqu'un qui est bien portant et qui a une telle défiance vis-à-vis des vaccins qu'il est essentiel que les premiers vaccins qui soient mis sur le marché soient sûrs. Et c'est pour ça que les déclarations de Poutine nous ont tous un peu agacés, parce que quand on a testé sur 76 personnes, on ne peut pas dire qu'un vaccin est sûr. Après, une fois qu'on sait que le vaccin est sûr, on espère que parmi les 6 candidats, il y en aura qui auront une efficacité partielle. C'est trop tôt pour le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a une période difficile de 3 mois, avec ce que j'avais dit, une circulation virale importante, la rentrée des écoles, la rentrée professionnelle, puis le refroidissement qui viendra avec l'hiver, et on sait que c'est un virus respiratoire volontiers saisonnier, comme on l'a vu en Australie récemment. Il faut tenir, le package il est complet. Qu'est-ce qu'on dit, et on va faire le dernier tour de table, à commencer par vous Arnaud, qu'est-ce qu'on dit aux entreprises, aux DRH? On dit attention, attention dans les locaux. Eh bien, je leur dis qu'elles ont leur destin entre leurs mains, parce qu'elles sont des acteurs à la fois au niveau individuel mais au niveau collectif. Pour éviter ce que l'on veut tous éviter, qui est le reconfinement, il est essentiel qu'on applique au mieux ce qu'on sait faire aujourd'hui et qui en Asie a marché et leur a permis de garder une vie sociale et économique. C'est le package qu'on a déjà cité. Et il y a quand même de la lumière au bout du tunnel. On a des progrès, comme je l'ai dit, sur le diagnostic, sur le traitement et sur les vaccins qui feront que je pense qu'en 2021, on sera quand même beaucoup mieux armés. Donc 3 mois de courage pour passer un hiver qui sera probablement difficile, et après je pense que la donne va quand même changer en notre faveur. Angèle, pour terminer, un message à la fois de vigilance, un message d'espoir aussi. On parlait des nouvelles technologies, on parle de l'agilité. Vous qui à l'Institut Montaigne brassez beaucoup de sujets, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message en conclusion ? Peut-être pour m'adresser aussi aux entreprises, hein, c'est vrai qu'il y a l'enjeu, aujourd'hui on a beaucoup plus d'informations, l'information est plus fiable, la compréhension est bien meilleure, donc c'est plus simple, mais il y a aussi tout ce temps très dur, c'est un peu le temps de la résilience là, dans lequel on entre, s'habituer au télétravail, s'habituer à ces effectifs en accordéon et puis à cette incertitude, et aussi prendre cette habitude de communiquer de façon très claire auprès des employés. Ça, je pense que c'est des enjeux qui sont très forts. Pour beaucoup de gens, l'apprentissage des mesures barrières, l'apprentissage du masque se fait sur le lieu de travail.
travail. Et donc l'entreprise a un rôle absolument fondamental là-dessus. Et puis aussi l'accompagnement peut-être des collaborateurs sur des nouveaux défis. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de santé mentale et c'est vrai qu'on a vu un quasi-doublement sur certaines populations de la prévalence des troubles dépressifs, des troubles anxieux. On a eu plus 28% d'appels vers des plateformes d'assistance psychologique. Voilà, notamment chez les jeunes actifs, mais pas que, et aussi beaucoup de comportements addictifs qui se sont développés pendant la période du confinement. Et malheureusement, on voit à la rentrée que ça ne s'améliore pas. C'est un enjeu fondamental. C'est la deuxième cause d'arrêt de travail en entreprise. Bien près du micro. Oui, et donc voilà, j'attire votre attention sur ce thème parce que ça va nécessiter aussi un accompagnement un peu particulier et peut-être des programmes d'assistance un peu particuliers sur ce sujet de la santé mentale et émotionnelle. Didier Lebray, justement, message aux entreprises par rapport à cette gestion de crise, cette gestion d'une situation qui, vous le disiez tout à l'heure, est amenée à durer et pour ajuster un peu les positions. Hein. Ouais, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit le président du MEDEF quand il a dit qu'il souhaitait pour les entreprises et le monde de demain une croissance responsable. Si on veut traiter de manière curative, préventive et profonde ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le siècle des pandémies, si on veut essayer de limiter le risque, il n'y a aucun sujet. Il faut avoir une croissance qui soit responsable, au sens où toute entreprise dont le bilan serait, de ce point de vue-là, négatif, doit se poser des questions. Et je note dans une dépêche d'agence que j'ai lue avant de venir, l'assureur Storebrand, norvégien, vient de sortir de son portefeuille 4 entreprises. C'est-à-dire qu'il ne les assure plus. Exxon, Chevron, BASF, le chimiste allemand, et Rio Tinto. Les 4 n'ont pas été choisis au hasard. Le pétrole, les matières premières, la chimie. Les matières premières. On a besoin de pétrole, on a besoin de chimie, on a besoin de matières premières, c'est clair. Mais on a besoin aussi d'investissements, a fortiori quand l'État a décidé de soutenir massivement les investissements, qui soient réorientés dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà trop tard. Donc si on voulait être sérieux et parler de prévention et traitement de crise, la première chose à faire, c'est ça. C'est investir dans ce qui, demain, réduira la partie la plus négative de l'empreinte humaine. Jean Rotner, pour terminer, justement, la force et le rôle clé des territoires, si on se projette, message aux entreprises, aux entrepreneurs, Dieu sait qu'ils sont nombreux dans vos 10 départements de la région Grand Est, et on parle beaucoup de relocalisation. Votre avis, et puis un mot de conclusion. La meilleure des relocalisations, c'est de toute manière la filière que l'on crée chez nous et qui va permettre là aussi d'être leader quelque part et de ne pas aller chercher des filières de l'autre côté du monde qu'on va ramener chez nous. Ça, c'est complètement illusoire. Donc il faut investir, donc il faut innover, donc il faut avoir confiance. Et moi, j'ai été bluffé par les entreprises, par leur capacité à la fois de se poser les bonnes questions, de nous accompagner dans les décisions, d'être serein, de garder de la distance, de la hauteur. Et je crois que la journée d'aujourd'hui l'illustre parfaitement. Donc, un peu de bienveillance, ça c'est normal, parce que on sent quand même une colère citoyenne qui existe, qui est là, et une sensibilité des sujets. Oui, la rentrée, dit-on, va être chaude. Hein. Oui, la rentrée sociale risque, est déjà chaude d'ailleurs, sur un certain nombre de plans. Et donc, je crois qu'un plan de relance, une rentrée qui est en capacité de bien s'organiser, une cohérence et des annonces qui sont faites d'un point de vue sanitaire, non pas simplement pour rassurer, mais parce que effectivement les Français sont profondément intelligents et comprennent les messages. Eh bien, plus un message est simple, plus il est clair, plus il est adapté et plus il est adopté. Et c'est pour ça que j'ai pris par exemple la décision de fournir des masques à mes lycéens gratuitement, parce que c'est une piqûre de rappel en leur disant, eh bien, en vous donnant 2 masques, vous avez aussi cette responsabilité individuelle de protéger ceux qui vous entourent, et vous avez une responsabilité collective les uns par rapport aux autres. Intéressant que vous parlez de responsabilité, parce qu'on attend tout de l'État, hein, en général en France. Hein. Oui, mais moi pas. L'État a sa responsabilité, effectivement, mais je crois que c'est à nous aussi, collectivités et territoires, avec les acteurs des territoires aujourd'hui, de venir apporter à l'État un certain nombre de solutions. L'État aura son plan de relance.
ma région aura son plan de relance parce qu'elle est spécifique, parce qu'elle a des particularités, parce qu'elle a une situation européenne absolument exceptionnelle. Avec 4 pays autour. Hein. Oui, on est un peu les marins de la Terre, nous, en Europe. Et c'est Une sorte de tête de pont. Hein. les ports d'entrée vers l'Europe. C'est un marché absolument fantastique, un marché de proximité, un marché continental, un marché mondial également. Il y a un savoir-faire, il y a des qualités. Et bien tout cela aujourd'hui, c'est aussi pour moi une transformation d'image de mes territoires qui est absolument indispensable. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir tous les 4. C'était passionnant. Arnaud Fontanet, Jean Rotner, Angèle Malatre-Lansac, Didier Lebret. Didier, qu'on retrouve maintenant en un petit quart d'heure hein, pour votre ouvrage L'homme au défi des crises chez Robert Laffont, grâce à notre partenaire, la librairie Tchan. Et ça se trouve là-bas. J'en veux bien un si vous en avez. Voilà. Merci de les applaudir encore une fois, tous les 4. C'est avec eux que nous avons ouvert cette première plénière ici à la REF 2020. Merci d'être tous et toutes là. Merci à vous, messieurs. Merci, madame. Alors, on va